Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Opel Astra J. La quatrième génération de la populaire Opel Astra a fait ses débuts en 2009, au même moment où l'Insignia faisait également son apparition sur le marché. Les deux modèles conçus sous la direction du groupe GM avaient beaucoup en commun avec l'industrie automobile américaine, car ils ont été créés pendant de nombreuses années comme des voitures solides, lourdes et fiables. La silhouette de l'Astra constitue une énorme amélioration. Elle avait l'air plus moderne que son plus grand concurrent sur le marché, la Volkswagen Golf VI. Le fait que le successeur ait presque le même aspect prouve le succès de cette voiture. Ce qu'il convient également de noter, c'est que le lifting de 2012 n'a presque pas changé la voiture du tout, les différences ne sont qu'un subtil élargissement de la calandre inférieure et une calandre supérieure plus petite. Des différences plus importantes qu'après le lifting peuvent être constatées dans les voitures avec des spécifications d'équipement ou des packages différents. Le lifting concernait principalement les moteurs et les éléments d'équipement. Un autre changement technique important a eu lieu en 2014. La gamme de moteurs a été modifiée plus sérieusement pour adapter les moteurs diesel à la norme Euro 6. Cette année, la production de la berline 5 portes a également pris fin, car il s'agirait d'une compétition interne pour la nouvelle Astra K. La berline dont la contrepartie est restée en production le plus longtemps. Il n'y avait pas d'Astra K. Quel type de voiture est l'Opel Astra J? La première chose qui me vient à l'esprit est lourde. L'Astra J pèse nettement plus que ses concurrentes et il n'est pas nécessaire d'être un conducteur expérimenté pour le ressentir. Est-ce un défaut? D'une part, cela n'a pas d'effet positif sur la dynamique et la consommation de carburant, mais d'autre part, la voiture récompense par une stabilité de conduite et un confort de conduite élevé. Si l'on ne prend en compte que les caractéristiques de conduite utiles au quotidien, alors l'Astra J est, à mon avis, la numéro 1 parmi les voitures compactes de cette période. Cela ne fonctionnera peut-être pas bien en conduite sur piste, même la version Sport OPC n'est pas exceptionnelle ici, mais lorsque vous exigez que la voiture se comporte en toute sécurité, l'Astra J ne vous décevra pas. En général, la suspension d'une voiture est une structure plutôt inhabituelle. À l'avant, il y a une jambe de force McPherson classique, bien que soutenue par des triangles en aluminium, mais à l'arrière, il y a une poutre de torsion avec une tringlerie de watts. Il est doté d'amortisseurs et de ressorts montés séparément et est en outre relié au corps par des tiges de réaction qui éliminent les phénomènes défavorables résultant d'une telle structure. En option, des variantes de moteurs plus puissantes étaient équipées d'amortisseurs FlexRid à force d'amortissement variable. La deuxième association avec l'Astra J est, à l'étroit. Il n'y a pas beaucoup de place à l'avant ou à l'arrière. Si on compare l'Astra avec la Golf VI, ce n'est pas si mal, mais la Golf 7 se situe dans une classe complètement différente. Il faut savoir que certaines voitures plus chères étaient équipées de sièges ultra confortables portant le symbole AGR. Ils disposent d'une très large gamme de réglages, notamment sièges extensibles et fortement profilés, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Chose intéressante, l'Opel Astra J était disponible en deux empattements, 2685 mm et 2695 mm, mais le plus long n'était pas réservé à un Break ou à une berline, mais à la berline GTC 3 portes. En termes d'espace arrière, l'Astra J convient parfaitement, mais pas aux personnes de grande taille. Bien entendu, les enfants voyageront sans problème majeur si les adultes à l'avant ne sont pas trop grands. Même les malles ne sont pas trop grandes. Le Break propose 500 litres, la berline 460 litres, la berline 5 portes 370 litres et la 3 portes 380 litres. L'intérieur présente un autre avantage que l'espace, il est bien conçu et très ergonomique, même s'il ne vous gâte pas en termes d'espace de rangement. Cependant, le fonctionnement est fantastique, tout est dans les boutons et les commandes. Il est difficile de prendre le dessus au début, mais après un mois de conduite avec l'Astra, il est difficile d'imaginer qu'avoir moins de boutons soit une bonne chose. Dans l'ensemble, la voiture est agréable, bien silencieuse et confortable, comme il se doit. Solide et lourd à la fois, mais sûr et sécurisé. Les gens qui aiment ces voitures ne voudront pas remplacer l'Astra J par autre chose, car de telles voitures ne sont plus fabriquées et ne le seront jamais. Bien que visuellement similaire, également à l'intérieur, l'Astra K est une voiture différente. Opel Astra, quels moteurs ont été installés? Il s'agit d'un sujet vaste, car la gamme de moteurs comprend 20 unités d'entraînement, mais cela peut être légèrement simplifié, car certains d'entre eux étaient simplement disponibles en plusieurs variantes de puissance. La gamme essence s'ouvre avec un moteur 1.4 atmosphérique de 87 chevaux, vendu uniquement sur certains marchés jusqu'en 2012. La variante de 100 chevaux était standard. À partir de 2013, c'est-à-dire après le lifting, ce moteur a été abandonné et l'unité de base était le 1.6 d'une puissance de 115 chevaux, proposé du début à la fin de la production du modèle. L'Optimum se composait de deux variantes 1.4,
mais avec un turbocompresseur d'une puissance de 120 ou 140 chevaux. Le moteur 1.6 turbo, disponible en deux variantes, était positionné plus haut. Pour le lifting, une unité à injection multipoint d'une puissance de 180 ch a été proposée, et après le lifting avec injection directe d'une puissance de 170 et 200 ch. Au sommet de la gamme essence se trouve un moteur de 2 litres développant 280 chevaux équipant la version haut de gamme de l'Astra, l'OPC. Cependant, une telle voiture n'a été proposée qu'à partir de 2012. La gamme diesel comprend 5, et en pratique 4, moteurs. Dès le début de la production, des moteurs diesel 1,3 CDTI, 1,7 CDTI et 2,0 CDTI ont été utilisés. Dans les voitures pré-lifting, les moteurs 1,3 sont sur le marché à environ 4% et les moteurs de 2 litres à environ 23%. Le reste, soit plus de 70%, est constitué du diesel 1,7 CDTI pré-lifting et du 1,6 CDTI post-lifting. Le moteur 2.0 CDTI était proposé jusqu'en 2015, et les 1.3 et 1.7 jusqu'en 2014. 3 types de boîtes de vitesse ont été combinés avec les moteurs. La boîte manuelle à 5 vitesses n'est disponible qu'avec les moteurs essence de base 1.4 et 1.6 les plus faibles, et occasionnellement dans la configuration 1.3 CDTI. La version à 6 vitesses est passée aux moteurs essence et diesel restants. Une question très importante se pose ici concernant le fonctionnement et la réparation de l'Astra J. Les boîtes de vitesse à 5 rapports marquées F17 sont plutôt bonnes et solides. Cependant, les modèles à 6 vitesses marqués M32 ne sont plus disponibles. C'est l'un des plus gros inconvénients de l'Astra J, auquel je consacrerai un fil de discussion séparé. Les machines automatiques, de type, ont une conception classique avec un convertisseur et 6 vitesses. Comprenant un moteur essence 1.6, un moteur 1.4 turbo, 2 moteurs 1.6 turbo et un moteur diesel de 2 litres. Ils sont durables et ne posent aucun problème majeur. Quel moteur choisir? Dans le cas de l'Astra J, le choix est important car la boîte de vitesse est également très importante, car elle affecte considérablement le fonctionnement du véhicule. Il n'est même pas faux de dire que la boîte de vitesse de l'Astra J est plus importante que le moteur lui-même. Mais pour l'instant, concentrons-nous uniquement sur les moteurs. En ce qui concerne les Bézignaki, ils ne posent aucun problème opérationnel majeur et chaque unité peut être considérée comme bonne. Bien entendu, la base est le moteur 1.6, car le 1.4 sans compresseur est tout simplement trop faible. Le moteur 1.6 offre des performances décentes, mais pas particulièrement bonnes. Il convient également pour une utilisation avec une installation GPL. La même chose peut être dite à propos du 1.4 turbo, meilleur et plus dynamique. Quelle que soit la variante de puissance, il s'agit tout simplement du moteur idéal pour l'Astra. Le plus gros moteur 1.6 turbo offre une meilleure dynamique, mais n'est pas aussi populaire que le 1.4. Également dans les ateliers et sur le marché des pièces détachées, même s'il ne faut pas avoir peur ou hésiter à acheter une Astra avec un tel moteur si vous trouvez un bel exemplaire. Cependant, il convient de rappeler que ce n'est qu'avant le lifting que le moteur 1.6 est disponible avec injection indirecte, ce qui permet l'installation du GPL. L'injection directe n'est pas un gros obstacle, mais ce n'est pas forcément rentable de la faire. Cependant, le meilleur moteur pour le GPL est le moteur 1.4 turbo ou la variante atmosphérique d'une puissance de 100 chevaux. Passons maintenant au moteur diesel. Le moteur 1.3 est une conception Fiat, fiable, éprouvée, avec des défauts mineurs, mais solide. Vous pouvez le prendre si cela ne vous dérange pas une mauvaise dynamique et des vibrations. Le moteur 1.7 CDTI, qui trouve ses racines dans la société japonaise Isuzu, sera certainement meilleur. C'est une unité solide et raffinée avec de bons paramètres. Même dans la variante la plus faible de 110 chevaux, les performances de la voiture ne sont pas mauvaises. Une version rénovée de 125 ou 130 chevaux répondant à la norme Euro 5 est recommandée. Malheureusement, conduire une Astra avec le moteur 1.7 CDTI ne sera pas aussi agréable qu'avec le 1.6 CDTI. Ce moteur se caractérise par une culture d'exploitation assez faible, un bas de gamme faible et une consommation de carburant plus élevée, mais également une dynamique moins bonne par rapport à un moteur plus récent de puissance similaire. À partir de 2014, le 1.7 CDTI laisse la place au nouveau bloc 1.6 CDTI. Et là est le problème, car même si le moteur n'a d'avantage que lorsqu'il est fonctionnel, il souffre souvent de défauts. Après la boîte de vitesse M32, c'est le deuxième plus gros inconvénient de cette voiture. L'élément le plus sensible est le système de distribution situé côté volant-moteur. La chaîne peut s'étirer et causer des problèmes de moteur. Généralement, en raison du système de traitement des gaz d'échappement très avancé, le moteur pose des problèmes mineurs et majeurs dans ce domaine.
Je ne recommande pas une Astra J avec un tel moteur, il est préférable de choisir une variante essence d'une année modèle similaire. Le diesel de 2 litres est une autre conception Fiat. Il dispose d'un système d'injection assez simple et il n'y a pas de souci de coût de réparation trop élevé. Les performances sont bien entendu excellentes, au moins 350 Nm, et la variante biturbo d'une puissance de 195 chevaux est une véritable fusée. La Golf GTD n'a une approche que depuis sa 7e génération. Si vous recherchez une Astra à la fois dynamique et économique, le 2.0 CDTI est une bonne option, même s'il comporte bien sûr le risque de panne coûteuse. Pour résumer la question des moteurs, l'unité optimale pour l'Astra J est le 1.4 turbo. La consommation moyenne de carburant signalée par les utilisateurs est d'environ 7,5 L, 100 km, mais en réalité elle est légèrement supérieure car l'ordinateur de bord trompe beaucoup. Si c'est trop, vous pouvez installer une installation GPL, ce que ce moteur accepte sans problème. Si vous ne vous souciez pas de la dynamique, le 1.6 atmosphérique est un bon moteur, il fonctionne aussi volontiers au gaz, et si vous vous souciez principalement de la dynamique et du moteur à essence, c'est une bonne idée de rechercher le 1.6 turbo. Quel que soit le type d'injection. Cependant, ceux qui recherchent le calme et la tranquillité devraient choisir la variante 1.4 de 100 chevaux. Lorsque vous recherchez un diesel, vous devez vous concentrer sur les moteurs 1.7 et 2.0. Le plus petit est destiné aux conducteurs les plus économes, environ 6 L, 100 km, tandis que le plus grand est destiné à ceux qui recherchent du dynamisme et une consommation de carburant raisonnable, environ 6,5 L, 100 km. Le plus petit 1.3 diesel est à mon avis une meilleure option que le 1.6, même s'il n'est certainement pas aussi agréable à conduire. Opel Astra avec installation GPL en usine. Opel a vendu l'Astra J avec une installation d'essence automatique d'usine de Landi Renzo montée sur la version de 140 chevaux du 1.4 turbo. Il faut savoir que l'unité à 1.4 NET a été spécialement adaptée à cet effet, comprenant, renforcée au niveau de la tête et des valves. De plus, c'était l'une des rares voitures à être entièrement installée en usine, c'est-à-dire installée sur la chaîne de production, et pas seulement après la fabrication de la voiture. Ainsi, tous les composants sont bien intégrés dans la voiture, le passage au gaz se fait à l'aide d'un bouton qui n'est pas différent des autres, et sur le tableau de bord nous avons le niveau de gaz indiqué par l'indicateur de niveau de carburant d'usine. Le seul inconvénient est le remplissage de gaz situé sous le volet, qui nécessite l'utilisation d'un dispositif de réduction. Les avis sur l'installation Landi Renzo sont très bons et les moteurs fonctionnent très bien avec. Surtout, l'entretien de ces voitures ne pose aucun problème. Cependant, il convient de réfléchir à l'opportunité d'acheter une telle voiture, par exemple avec un kilométrage supérieur à 200 000 km. Le moteur n'est peut-être pas dans le meilleur état possible, même si ce n'est pas une règle. Cependant, c'est certainement mieux qu'un modèle non adapté au GPL avec une installation qui n'est pas tout à fait à la hauteur de l'Astra. Opel Astra J, problème de boîte de vitesse. Cependant, lors du choix de la version moteur de l'Astra J, vous devez prendre en compte la boîte de vitesse. La transmission manuelle à 6 vitesses M32 de General Motors est une source de problèmes considérables et coûte souvent entre $1000 et $1500 à remplacer ou à réparer. Il s'agit d'une construction ratée qu'il ne faut pas sous-estimer. Il s'avère qu'en pratique, c'est la plus grande source de problèmes sur la plupart des voitures. Dans les Opel rénovés, la structure de la boîte de vitesse, son système de lubrification, a été amélioré, mais cela ne veut pas dire que tout va bien. C'est mieux après le jeûne, mais ce n'est toujours pas bon. Par conséquent, comme je l'ai écrit ci-dessus, la tranquillité d'esprit sera assurée en choisissant le moteur 1.4 ou 1.6 avec une boîte de vitesse à 5 vitesses. Une alternative peut également être de choisir une voiture équipée d'une transmission automatique, ce qui ne pose pas de problème majeur. Une autre option consiste à choisir la version 2.0 CDTI, qui utilise la transmission F40. Ce n'est pas une conception extrêmement durable, mais elle est bien meilleure que le M32. Et si nous achetions une voiture avec une boîte de vitesse M32 ? Tout d'abord, changez l'huile. Le fabricant ne le recommande pas, d'où les problèmes. Il est important de noter qu'il est recommandé de verser plus d'huile dans le M32 que ce que prévoit le fabricant, une autre raison de problème. Il est préférable de se rendre dans un atelier spécialisé dans l'entretien et la réparation de ces engrenages spécifiques, ils existent. Où vous pourrez également vérifier l'état de la boîte de vitesse. S'il s'avère que les roulements doivent être remplacés, cela doit être fait sans délai. Prolonger une telle réparation peut entraîner des dommages au boîtier et à d'autres composants et nécessiter finalement un remplacement. Actuellement, le coût est d'environ $1200 pour une boîte de vitesse remise à neuf.
En tenant compte du remplacement, vous devriez vous attendre à dépenser environ 1500 $. Si quelque chose arrive à l'embrayage, le montant pourrait atteindre environ 2500 $. Comment reconnaître l'usure de la boîte de vitesse M32 ? Tout son dérangeant, tel qu'un bruit, un hurlement ou un sifflement, peut être le signe précoce d'une usure des roulements dans la boîte. Les symptômes de problèmes plus importants incluent les mouvements du levier de vitesse lors de l'application et de la libération du gaz. Théoriquement, un essai routier suffit, mais en pratique, il est préférable de faire effectuer la vérification par une personne expérimentée. Il convient également de souligner ici que les services agréés Opel ne sont pas nécessairement un bon endroit pour une telle vérification, car GM en Europe n'a jamais officiellement admis qu'il y avait des problèmes avec le M32. Défauts moteurs typiques. En ce qui concerne les défauts, nous commencerons par les moteurs, car même s'ils sont généralement bons, chacun a ses faiblesses. En fait, le seul qui n'en a pas est le 1.4 atmosphérique. Il faut beaucoup le négliger pour que quelque chose se passe dans ce moteur. Mais le 1.4 turbo a des problèmes avec le système de charge et une pneumonie. Il en résulte une consommation d'huile excessive et parfois le turbocompresseur est endommagé, voire fissuré, côté chaud du corps. Chacun des symptômes tels que des à-coups, une perte de puissance ou un calage du moteur devrait inciter à une vérification rapide des dommages, de préférence par un mécanicien ayant déjà manipulé cet appareil. Les problèmes se trouvent généralement au niveau du couvercle de soupape et de ses environs, et non plus profondément dans le moteur. La pompe du système de refroidissement n'est pas durable, ce qui peut entraîner des fuites ou une diminution de l'efficacité. Il est recommandé de le remplacer tous les 80 000 environ kilomètres. La durabilité de la chaîne de distribution pourrait également être plus élevée. Il fait souvent du bruit après 150 à 200 000 km. Même si tout cela semble inquiétant, les pannes graves du moteur 1.4 turbo sont rares. C'est l'un des meilleurs moteurs de cette catégorie de cette période et il mérite vraiment d'être recommandé. On peut dire davantage de bonnes choses du 1.6 atmosphérique qui, hormis quelques cas occasionnels de défauts mineurs, ne nécessite généralement presque aucun entretien. Mais cela fait presque une différence pour les personnes qui envisagent d'installer un système d'autogaz, car dans cette version 1.6, les poussoirs hydrauliques ne sont plus utilisés. Le deuxième problème est le timing, le variateur doit être remplacé dans son ensemble, car après des courses plus longues, les roues à phase variable génèrent parfois du bruit. Le 1.6 turbo est une unité essence raffinée, qu'il s'agisse d'un moteur pré- ou post-lifting. Contrairement aux apparences, il s'agit de deux structures différentes. L'ancien est doté d'une injection indirecte et d'une courroie de distribution, et le plus récent d'une injection directe et d'une chaîne de distribution. Il existe très peu de similitudes dans la construction et un moteur plus récent qui supporte mieux un kilométrage élevé est considéré comme plus performant. Le problème commun aux deux unités est les fuites d'huile. Tous deux souffrent également occasionnellement de dommages au niveau du couvercle de soupape et d'un problème avec la soupape de surpression, qui se caractérise par une aspiration du bouchon d'huile et un sifflement entendu sous le capot. La couverture originale peut être achetée pour environ 250 à 350 $ ou remise à neuf pour environ 50 à 100 $. Passons maintenant au moteur diesel. Il y a potentiellement beaucoup plus de défauts ici, même si à l'exception du bloc 1.6 CDTI, c'est généralement bon. Malheureusement, ce moteur souffre de nombreux problèmes mineurs dus à l'écologie, mais il y en a aussi de graves. Par exemple, une chaîne de distribution étirée qui, en raison de sa structure délicate, doit être remplacée assez souvent, ce qui est une opération coûteuse. Le plus gros problème pour l'utilisateur est la modernité de cet appareil. Il s'agit de pièces détachées qui sont regroupées en composants, sans possibilité de remplacer l'un des éléments. Un exemple serait le collecteur d'échappement, qui doit être remplacé ainsi que le tuyau délicat et fissuré qui y est connecté. Le système d'échappement est rempli de capteurs et le système d'admission après 100 000 km. Kilomètres très fortement pollués par les gaz d'échappement qui reviennent. Les injecteurs sont très sensibles à la qualité du carburant, il vaut donc la peine de faire le plein de supercarburant. Le moteur peut consommer de l'huile. Il faut la remplacer souvent car la quantité de carburant accumulée à la place de l'huile dépasse parfois les limites de l'imagination. Le moteur 1.7 CDTI d'ancienne génération est bien meilleur. Cela a ses problèmes, mais les réparations ne sont pas si compliquées et coûteuses. Le plus gros problème est la fuite d'huile de la pompe à huile entraînée par la courroie de distribution. Il est important ici de ne pas le sous-estimer, car l'huile s'écoule directement sur la courroie, ce qui la fragilise. Surtout après l'achat d'une voiture, il vaut la peine de commander un remplacement préventif du système de distribution et de la pompe. Les kits prêts à l'emploi à 70 $ n'incluent pas les pompes et doivent être achetés séparément pour environ 175 $.
Le remplacement de la distribution est nécessaire car la courroie a une durée de vie relativement courte, environ 90 000 km, il ne sert donc à rien de s'y risquer. Parfois, l'unité est confrontée à des pannes du système de commande du turbocompresseur. Par rapport au 1.6 CDTI, les injecteurs sont beaucoup plus durables, mais pas aussi bon marché que dans le plus grand 2.0 CDTI, car ils proviennent de Denso. Deux unités extrêmement différentes, à savoir 1.3 CDTI et 2.0 CDTI, sont des conceptions Fiat. Le 2.0 CDTI est potentiellement la conception la moins problématique, car non seulement il est très durable, mais il offre également un bon accès à des pièces de rechange relativement bon marché. Cependant, pour en faire l'expérience, il faut connaître à la fois le côté obscur de cette entité et de l'écologie. La triste vérité à propos de ce moteur est que son plus gros problème réside dans ses solutions de post-traitement. Le filtre DPF s'encrasse fortement, et le colmatage peut même conduire à la destruction du moteur. C'est pourquoi il est supprimé en masse et c'est après suppression du filtre que le moteur gagne aux yeux des utilisateurs. Le deuxième point faible concerne les volets de turbulence situés dans le collecteur qui, en collaboration avec le système de suralimentation et la vanne EGR, créent des turbulences d'air dans les chambres de combustion. Malheureusement, le système d'admission est fortement contaminé par les dépôts de carbone créés par le système EGR, ce qui entraîne le blocage des volets, voire leur rupture, cas assez courant, ce qui peut bien sûr entraîner la destruction du moteur. Pour éliminer ce problème et ce risque, il est recommandé de retirer et de boucher les volets de turbulence. Après une telle opération, il faut également fermer la vanne EGR et le filtre DPF. Bien sûr, ceux qui pensent en termes d'écologie se grattent la tête, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une des deux solutions, meilleure et moins chère du point de vue opérationnel. Pourquoi est-ce que j'écris sur lui? Car il faut savoir que de nombreuses voitures sur le marché n'ont plus de volets ni de FAP. Il existe une autre façon de résoudre ces problèmes, beaucoup plus coûteuse et plus respectueuse de l'environnement, un nettoyage régulier. Après environ 40 à 60 000 km, retirer le collecteur, le laver, dissoudre les dépôts de carbone, vérifier l'état des volets et les remplacer si nécessaire. Il est recommandé de nettoyer la vanne EGR et d'éviter de parcourir de courtes distances. L'opération de nettoyage coûte à elle seule environ 250 $, qui devrait être ajouté à la facture à chaque troisième ou quatrième vidange d'huile. Bien entendu, de telles mesures signifient que le seul intérêt d'acheter un diesel 2.0 CDTI est ses très bonnes performances, car il sera certainement difficile de réaliser des économies. Dans la version haut de gamme, le moteur 2.0 CDTI dispose de 2 turbocompresseurs en série et de 2 intercoolers. En plus des problèmes typiques de cette unité, des coûts plus élevés de réparation du système de charge doivent être pris en compte dans cette version. La bonne nouvelle est l'utilisation d'injecteurs Bosch, qui peuvent être régénérés à moindre coût. Il vaut la peine de raccourcir la période de remplacement de la courroie de distribution à environ 100 000 km. Le plus petit moteur de la gamme est le 1.3 CDTI. Nous avons ici affaire à un design Fiat conçu conjointement avec Opel. L'injection a été assurée par Bosch, ce qui est une première bonne nouvelle. La seconde est une chaîne de distribution durable, qui peut s'étirer si l'huile est négligée, et c'est ce qui divise les utilisateurs en satisfaits et insatisfaits. En théorie, il peut supporter 300 000 milles sans problème majeur. Kilomètres, à condition de garder un œil sur le service pétrolier et l'état de l'huile. Le tendeur d'huile qui le resserre a besoin de la bonne pression pour fonctionner efficacement. S'il n'y a pas d'huile ou si elle est déjà fortement contaminée, la chaîne ne se tend pas et s'étire lentement. Le remplacement de la distribution en elle-même n'est pas un problème, mais le problème survient lorsque la chaîne s'étire tellement qu'elle se déplace sur les pignons. Fait intéressant, le constructeur du moteur a permis un contrôle total de la tension de la chaîne sans retirer le couvercle à travers une petite fenêtre. Une caractéristique de conception intéressante est la construction de la pompe à huile, qui est intégrée au carter d'entraînement de distribution. Bien que cela semble cher, cela coûte en réalité environ 75 à 100 $ et si le système de synchronisation doit être remplacé, cela vaut la peine de remplacer la pompe en même temps. Les problèmes mineurs incluent une mauvaise connexion entre le capteur de position du gaz et l'ordinateur, ce qui entraîne une mauvaise réponse au gaz. Tout ce dont vous avez besoin est de nettoyer les contacts. La perte de puissance est souvent causée par un capteur MAF défectueux. Une mauvaise réponse à l'ajout de gaz est également le symptôme d'un contrôle incorrect du turbocompresseur à géométrie variable. Cependant, des à-coups lors de l'accélération peuvent indiquer une fuite dans le système d'injection ou une vanne EGR bloquée. Défaut typique d'une voiture. L'Astragi est une voiture solide avec peu de défauts. Un énorme avantage est une résistance élevée à la corrosion et une électricité stable. S'il y a une panne dans ce domaine,
Il s'agit généralement de choses aussi insignifiantes qu'une ampoule grillée sur le tableau de bord ou des problèmes avec les capteurs de position de la pédale. D'autres éléments d'équipement, tels que la serrure ou les fenêtres à commande électrique, sont moins susceptibles de tomber en panne. Les utilisateurs se plaignent de la faible durée de vie des batteries des voitures équipées du système Start Esperluette Stop. En raison du poids important de la voiture, les amortisseurs avant doivent être remplacés assez souvent, en particulier sur les moteurs diesel 1.7 et 2.0 plus lourds. Les amortisseurs adaptatifs sont plus durables, mais coûtent environ 250 $ chacun. À cela s'ajoute une faible durabilité des disques de frein avant, qui vibrent souvent. Une autre chose est la direction assistée électrique. Après un kilométrage plus élevé de 250 à 300 000 km, il faudra peut-être le remplacer. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.